Alors bonjour à tous. Bienvenue dans notre région. Hello from Paris. Bienvenue dans la cuisine consciente. The Mindful Kitchen. Une série de World Chefs, réunis par 3 experts dans le cadre du projet Food Choice for Life. Notre dernière initiative de l'Union européenne en partenariat avec Elfic et l'Université Unitus. Le Tuscia en Italie. Ainsi, au mois de juillet, nous allons proposer un cycle de 3 webinaires pour explorer ensemble comment les systèmes alimentaires façonnent. Comportement client. Comment la cuisine peut réduire l'impact environnemental. Et la manière dont l'expérience culinaire peut inspirer des choix durables pour vos consommateurs. Alors aujourd'hui, le premier épisode. Je suis ici avec le docteur Enrico Porfiro et nous allons nous concentrer sur une partie un peu plus théorique de ce sujet. Comme la politique alimentaire et la politique alimentaire. La gouvernance, comportement des consommateurs et les choix que nous faisons sont tous interconnectés. Donc oui, comprendre cette vision d'ensemble nous aidera à reconnaître que les chefs ne se contentent pas de préparer des repas, mais aussi vous contribuez à façonner un système alimentaire plus sain et plus durable. Alors Enrico, bonjour. Bonjour. Eh bien, bonjour, bon après-midi ou bonne nuit. Cela dépend d'où vous vous connectez et merci Kayla pour cette excellente présentation. Je suis heureux de faire partie de cette série de webinaires avec une équipe de rêve composée de Shona Chalmé et Michel Léonard. Nous essaierons de transmettre notre passion sur le sujet et de vous fournir plus d'informations pour partager nos connaissances sur un système alimentaire plus durable. Je tiens donc aussi à remercier de ma part d'avoir été impliqué dans ce projet pour nous aider à élaborer le programme avec Sean Léonard et Shona Chalmers aussi. D'être ici aujourd'hui pour le partager avec le reste du monde. Je sais que c'est seulement quelques heures avant le début officiel. Si vous pouvez partager avec notre audience ce qu'ils devraient attendre pour la journée de ce webinaire. Dans la journée, c'est que tu as aussi un invité surprise, alors je vais te laisser le présenter aussi. Ok, super. Ma responsabilité est donc de briser la glace de ce webinaire. C'est donc moi qui parlerai un peu d'un cadre plus large. Nous allons donc essayer de passer d'une gouvernance du système alimentaire à l'échelle mondiale à celle locale qui vous mènera à la ville où je suis dû. Censé être Barcelone. Et nous aurons aussi aujourd'hui le propriétaire. Donc Spy Pintal, qui est l'étude de cas que je présenterai dans la dernière partie de la présentation. Ils se joindront à nous à la fin pour la séance de questions-réponses. Donc toi. La possibilité aussi de leur donner plus d'informations sur le projet lui-même. C'est donc un plaisir d'avoir aussi l'opportunité de passer de quelque chose qui semble vraiment théorique, comme des politiques, à quelque chose de vraiment pratique. Voyons donc comment ça se passe. Je suis très enthousiaste. Je sais que nous avons mis beaucoup d'efforts là-dedans. Donc c'est très agréable de voir comment tout le travail va se concrétiser. Je suppose que tout est prêt maintenant. Mais avant de te donner un grand projecteur, Enrico, j'aimerais partager quelques informations avec notre public. Sans chercher. Bien sûr, à se rapprocher plus que jamais de notre public cette fois. Nous sommes très heureux d'introduire une traduction et un sous-titrage en direct alimenté par l'IA dans 60 langues. Comme nous vous l'avons déjà informé au cas où vous auriez zoom. Arrête. Vous pouvez en tirer profit. Je vais juste le faire. Lance la fonctionnalité dans quelques minutes et je mettrai un lien dans le chat. Alors il suffit de cliquer sur le lien et au cas où vous compreniez l'anglais. Je vous suggère de continuer à écouter Enrico dans cette langue. Mais si vous sentez qu'il y a une barrière linguistique, n'hésitez pas à utiliser l'outil et dès que vous pouvez vous en sortir. Vous plaît, si vous avez des questions, ceci n'est pas un webinaire d'apprentissage. Alors n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Et à la fin, moi, Enrico et Victor discuteront de tout ensemble. Alors pendant par l'après. Glissez. Mettez votre question en questions et réponses et je vais laisser la lumière à vous, Enrico. Et je veux être en arrière-plan. Je discuterai avec vous via le chat. Au revoir. Merci beaucoup, Isla. Eh bien, comme l'a dit Isla, nous ferons ce webinaire en anglais. Mais comme vous l'avez peut-être compris d'après mon nom de famille habituel, je suis italienne. Donc je risque de perdre un peu de l'âge pendant le parcours. J'espère que cela ne changera pas l'expérience. Et je ferai de mon mieux pour prononcer correctement toutes les étapes. Alors, plongeons dans notre premier webinaire de cette série, The Mindful Kitchen. Je vais vous guider vers ces informations pour comprendre le système alimentaire. Parler de gouvernance, de qui est responsable de quoi, puis on finalise les choix des consommateurs. Donc, l'idée de ces webinaires, nous l'avons dit dès le départ, n'est pas seulement de comprendre comment le système durable est organisé.
mais aussi la partie la plus importante. Quel est le rôle du chef dans notre sein de cet écosystème alimentaire plus large et de cette manière? Une fois que tout est prêt et que nous avons compris où nous en sommes, ce panorama, nous pouvons le faire. Et enfin, comprendre comment contribuer à un système alimentaire plus durable. Et je dirais que cette dernière partie est plutôt pratique. Manière d'influencer concrètement le système alimentaire. Et quelque chose que nous continuerons à développer au fil de la série avec le webinaire du deuxième éditeur avec Sean Leonardo et Shona Chalmé à la fin du mois. Considérons donc ces webinaires comme ceci. Un groupe, car nous avons travaillé en groupe dans une équipe afin de fournir notre point de vue, vous fournir un cadre complet. Aujourd'hui, la présentation organisera donc 3 blocs principaux. Nous parlerons du système alimentaire durable. Que signifie établir une base commune pour tout le monde? Nous concentrerons sur les acteurs et la gouvernance. Comme je l'ai mentionné précédemment, en partant de l'échelle mondiale, en arrivant dans la ville de Barcelone. Essayez de comprendre combien de personnes parlent de quel système et comment ils s'influencent mutuellement. Et enfin, arriver à la partie qui pourrait être la plus intéressante pour le Casper gastronomique, c'est comment être considéré comme un agent de changement. Et dans ce cas, nous ajouterons aussi l'invité comme spoiler sur Isla. Au début, nous ajouterons les propriétaires de Spy Pintal, un restaurant ici à Barcelone, qui nous rejoindront. Donc je présenterai les études de cas dans la dernière partie de la présentation. Puis ils nous rejoindront pour la séance de questions-réponses afin de clarifier tous les doutes ou toutes vos curiosités. Entrons dans le premier bloc. Chaque bloc dure environ 12 minutes. Donc c'est juste à vous de savoir. Commençons par le premier bloc. Durable au système. Qu'est-ce qu'un système complet et qu'est-ce que la durabilité? Cela peut sembler redondant. Mais il est important pour moi de partir de la définition de la durabilité. Car c'est un mot tellement sophistiqué qui a été utilisé ces 50 dernières années. Plus ou moins pour tout. Et ces dernières années, je pense personnellement qu'il a un peu perdu de son sens à cause de son surutilisation. La durabilité, c'est l'idée du développement qui apparaît pour la première fois dans notre rapport de fonds commun en 1987. L'idée était que cette typologie du développement était enseignée à la génération actuelle pour utiliser positivement les ressources limitées dont nous disposons. Et pour s'assurer que la prochaine génération puisse accéder aux mêmes ressources autant qu'elle le peut. Possible. Afin que les ennemis aiment protéger les ressources pour continuer à les utiliser. Mais s'assurer que la génération nocturne puisse les utiliser. Pour leurs colocataires. Donc, d'un côté, nous avons la durabilité. De l'autre, les deux systèmes. Quand nous parlons de système alimentaire, nous parlions de tout le réseau complexe de vecteurs, de processus, ressources et infrastructures dont nous avons besoin pour nourrir la population mondiale. Commencez à faire des étincelles de la ferme à la fourchette. Cette eau est utilisée depuis tant d'années ces derniers temps. Donc si on rejoint le système alimentaire durable en 2 mots, ce qu'il est vraiment un système alimentaire durable. Garantit que tout le monde dans le monde puisse accéder à la nourriture de manière sûre et à haute valeur nutritionnelle. Sans compromettre les ressources du présent. Surtout en pensant aux générations futures. Une fois que nous avons dit cela, suppose que lorsque nous parlons des piliers du système durable, nous connaissons tous le durable. L'agriculture a réduit le gaspillage alimentaire, tant local que saisonnier, étant peut-être moins axé sur l'emballage. La distribution doit être éthique et consciente. De l'éducateur. Je vais ajouter quelques mots de plus sur cette dernière diapositive concernant l'éducation alimentaire consciente car nous sommes dans un programme éducatif. Donc nous faisons partie de ce processus éducatif. Mais je pense que la partie la plus importante si vous voulez avancer vers une approche plus durable. Organiser l'éducation est le point de départ. La sensibilisation et la sensibilisation en sont les points de départ. Ainsi que tous les autres piliers. Quand on parle de ce qui est un système complet, on sait que les traditionnels sont une façon linéaire de penser la production. Donc une industrie, car au final, aussi quand on parle de nourriture, on parle d'industrie. Nous avons donc une production, un traitement, une distribution, une transformation, une consommation et une élimination. En tant que chef, nous sommes plus ou moins dans le domaine de la transformation. La distribution, disons avant de donner notre nourriture à nos invités dans la partie consommation, donc. Cette voie linéaire est l'ancienne façon de penser.
Le processus industriel. Depuis environ 30 ans, nous évoluons vers une idée plus circulaire vers le système. Ainsi, environ 30 ans. Ainsi, le modèle économique circulaire est, comme son nom l'indique, une façon de réutiliser la même ressource de manière circulaire afin d'essayer de réduire autant que possible ce qui est perdu dans ce processus. Si nous postulons à notre système de travail via le travail, cela ressemblera à ceci. Nous commençons donc par la phase production. Le traitement, la distribution, la transformation. Donc là où nous sommes en consommation, nos invités et l'élimination quand on y pense. Modèle économique circulaire. Le premier système semble être le plus facile à réaliser car nous pensons que notre gaspillage. Depuis notre cuisine, on pourrait facilement se composer et retourner à la terre pour la production. Et c'est vrai, nous pouvons donc fermer le cycle reliant ces deux parties. Éléments. Mais il y a beaucoup d'autres choses perdues dans ce cycle que nous devons prendre en compte et prendre soin pour garantir que l'ensemble du système continue de fonctionner correctement. Et pour cette raison, j'aimerais présenter les acteurs des deux systèmes. Je suis sûr que dans la diapositive suivante, vous verrez les acteurs auxquels nous sommes plus habitués. Ainsi, pour chaque étape du modèle du système de litige, nous avons évidemment un acteur complet du système. Donc ce sont les acteurs principaux. Ceux que j'aime toujours dire qu'ils touchent réellement la nourriture. Donc, le producteur d'un côté. Soit il s'agit d'agriculteurs, de pêcheurs, d'éleveurs, des transformateurs, celui qui est responsable de la transformation. Parmi ces premiers ingrédients, la distribution que les personnes sont responsables de la logistique. Donc le déplacement de ces ingrédients là où ils sont nécessaires. Les chefs à service complet. Les traiteurs et tous ceux qui travaillent réellement avec les entreprises gastronomiques. Et les consommateurs. Les citoyens et enfin la direction occidentale. Déchets. Ainsi, les personnes chargées de récupérer ces déchets alimentaires et de transformer en une nouvelle ressource. Donc, je suppose, ce sont des choses que nous connaissons déjà. Donc, les personnes avec qui nous traitons au quotidien, mais faisons un zoom arrière. Voyons donc ce système sous un autre angle. Allons voir quels sont les acteurs qui soutiennent ce système. Qui l'active? D'un côté, nous avons le décideur politique et l'institution publique comme les gouvernements qui fournissent des directives, des outils, des subventions pour rendre cela possible. Ensuite, nous avons eu des chercheurs et des éducateurs. Bonjour, nous sommes ici des centres de formation universitaire, une école culinaire, qui s'occupe de vie sensée. Chefs et citoyens à propos des modèles alimentaires durables. Puis nous avons eu les associations d'ONG et de sociétés civiles. Donc ce groupe privé de personnes qui travaillent sur le plaidoyer, la sensibilisation et les réseaux alimentaires. Donc, en passant, disons que lors du second cycle du système, phase du système, nous avons déjà 3 autres types d'acteurs et que nous pouvons faire un pas en arrière. Nous trouverons ce que j'aime appeler l'acteur invisible du système alimentaire, mais que je considère comme des connecteurs essentiels. Tout d'abord, les communautés locales, nos consommateurs, nos citoyens, les personnes qui profitent réellement des deux systèmes. Ensuite, il y a des acteurs de l'innovation technologique, donc les personnes qui travaillent réellement. Par exemple, avec des lacunes lors de commandes alimentaires ou un système de traçabilité pour la gestion de nos entreprises. Puis les acteurs financiers, ou les investisseurs, les programmes fondateurs qui rendent cela possible. En organisant cette présentation, je réfléchissais à savoir qui était l'acteur, qui traitait réellement avec toutes ces personnes. Nous avons 12 groupes d'acteurs dans ce système complet, ce qui est un nombre énorme. Alors, quelle est la personne qui doit réellement gérer tout cela? Alors, qui dirigeait le monde? Personne chargée de connecter tous les autres facteurs. Ce sont eux qui discutent avec les fournisseurs, les prestataires et la logistique chaque jour. L'autre consiste à transformer la nourriture. Servir la nourriture à nos consommateurs. Dialogue avec les acteurs de la gestion des déchets. Puis s'occupe de la législation locale et des lois des décideurs politiques. Discute avec des chercheurs et des éducateurs ou lit et s'informe sur eux. Et apprendre à leur sujet. Chercher des acteurs financiers. Je n'ai pas besoin de dépenser beaucoup pour ça, je suppose, ni pour la technologie. Essayez donc d'innover dans notre domaine. Donc, quand nous parlons d'un nouveau système alimentaire pour ce système,
J'ai dit qu'un chef au centre peut être la manière de comprendre le système alimentaire sous un autre angle et de comprendre quelle responsabilité est la responsabilité et le propriétaire du chef pour être un leader dans la transformation de ces deux systèmes vers une version plus durable de lui-même. Donc, une fois que nous aurons clarifié que c'est le rôle du chef dans le système actuel, j'aimerais le faire. Pour la deuxième partie de cette présentation, on parle des acteurs et de la gouvernance. Alors, qui a le pouvoir quand on parle du système à l'échelle mondiale? Puis de le réduire à une échelle locale? Aussi dans votre pays? Dans votre ville? Pour comprendre qui donne les directives sur ce que nous faisons chaque jour. Et je vais partager avec vous l'exercice que j'ai fait dans mon cas. Quand on parle de gouvernance du système alimentaire et de penser aux acteurs. J'ai commencé à l'échelle mondiale avec les Nations Unies et l'agenda 2030 des Nations Unies. Et des Nations Unies. Mais je suppose que nous sommes presque tous au courant. Et nous en parlerons un peu plus tard. Des gouvernements de l'Union européenne, de l'Espagne et de la Catalogne. Et puis nous avons fini à Barcelone. Chacun de ces acteurs avait une gouvernance en tant que pouvoir de gouvernance. Donc ils ont la sienne. Politique. Stratégie, plan. Donc nous verrons un treat. Comment fonctionne-t-il et à quel moment commençons-nous à les rendre de plus en plus spécifiques? J'organise pour cette présentation et je vous invite vraiment à le répéter de la même manière pour l'endroit où vous vous trouvez. Savoir quelle porte frapper afin de recevoir des informations, du soutien et des subventions. Commençons donc par l'ONU. Je pense que oui. Est-ce que tous sont conscients de l'existence de 17 objectifs de développement durable? Il y a donc cet agenda 2030 lancé par les Nations Unies, qui est, disons, une déclaration d'intention. J'aime toujours appeler ça comme ça. Il fixe ses objectifs dans 17 grandes catégories thématiques afin d'être atteints au cours des 4 prochaines années. L'idée était donc d'essayer d'atteindre un niveau commun. Ce 17. Début, évidemment. Que chaque pays part d'un point de départ différent. Quand on parle de ces 17 objectifs, nous avons deux objectifs qui sont directement et immédiatement liés au sujet de la gastronomie. Le premier est zéro. Fin. Le but d'IS2 et le second est le 12e. Quand on parle de consommation et de production responsable. En effet, la plupart. Je dirais que tous les objectifs pourraient en fait être liés à la gastronomie, car nous pouvons les relier quand on parle de changement climatique, de vie sous-marine et de tout le reste. Mais lorsque nous nous concentrons sur ces deux aspects, on peut comprendre que, par exemple, lorsque nous parlons de l'objectif 20, de la faim, cet objectif, c'est de traiter de l'idée de rendre accessible à la population mondiale une alimentation saine à un prix juste à chaque instant de leur vie. Bien que le 1/12e soit responsable de la promotion d'un modèle plus durable de production et de consommation systémique. J'essaie donc de travailler vers un système circulaire. Supposons donc que nous disposions d'une échelle d'action mondiale qui pourrait être mise en œuvre au niveau local. Acteurs locaux, nationaux et locaux. En effet, depuis cette étape, nous la passons à l'échelle de l'Union européenne, donc avant de sauter la Seine. Dans le pays où je quitte l'Espagne, l'Union européenne est comme une transition entre une échelle nationale, internationale, nationale. Nous le savons. C'est une concentration de 27 membres avec d'autres partenaires. L'Union européenne a donc défini cette stratégie, que je suis sûrement familière, qui est la stratégie du point à l'autre. L'Union européenne a conçu cette politique afin d'influencer la transformation du terre, en cherchant à le rendre plus équitable, plus sain et plus responsable sur le plan environnemental. Et si nous voyons ce schéma, nous voyons en fait que l'idée du modèle circulaire revient. Donc en passant de la production, transformation et distribution alimentaire durable, à la consommation. Et la perte et la prévention des déchets alimentaires. Donc, pas seulement la perte, mais aussi la prévention du gaspillage alimentaire. Et en plus de cette stratégie, je vais aussi introduire brièvement une plateforme que j'adore faire défiler de temps en temps. À savoir Food 2030, un cadre de recherche de l'Union européenne.
C'est un site web que vous pouvez visiter et où vous pouvez réellement voir tous les projets financés par l'Union européenne en travaillant via le système. Notre projet, Choix alimentaires pour la vie, est bien là, mais aujourd'hui je choisis un autre projet que j'aimerais présenter. C'est l'Agriloop Agrilub. C'est un consortium de 37 partenaires réunis à travers l'Union européenne avec la Chine. Il se concentre sur les examens, pas seulement sur le gaspillage alimentaire, auquel nous sommes en réalité habitués. Donc, pas seulement travailler entre les phases d'élimination et de production, mais dans ce cas parler des pertes que nous avons entre la phase de production et de traitement, phase de transformation. Ils essaient donc de récupérer l'agriculture sous-exploitée à travers notre résidu dans un portefeuille de haute valeur d'édition par produit. Ils travaillent donc sur la dernière étape entre les deux premières étapes et pas forcément sur la production de l'élimination de la dernière à laquelle nous sommes plus habitués. C'était intéressant car cela a prouvé qu'il y a un intérêt pour toutes les lois que nous avons le long du cercle et pas seulement dans la partie finale. Je vous invite donc vraiment à visiter cette plateforme car vous découvrirez de nombreux projets en cours et je pense que nous le faisons toujours. L'opportunité d'apprendre d'apprendre des autres expériences. Et maintenant, on saute. De l'Union européenne au cas espagnol. Ainsi, à l'échelle nationale, le ministère espagnol de l'Agriculture, de la Pêche et de la Conception alimentaire, ce que nous appelons l'alimentation nationale est stratégique. La stratégie alimentaire nationale. Cette stratégie alimentaire fournit des directives ambitieuses pour que tout le pays puisse relever les défis et tenter de saisir les opportunités offertes dans le secteur de la gastronomie en général. Ce que je voudrais souligner, c'est que je souligne beaucoup de ces points. Des stratégies que, parmi les nombreuses que j'ai lues l'année dernière, c'est l'une des rares qui ont vraiment un chef masculin dans leur corps. Dans ce cas, dans la stratégie, il est question de la reconnaissance du chef en tant que personnalité publique. Quand on parle de la démocratisation de la cuisine qui a eu lieu au cours de la dernière décennie. Ainsi, stratégie nationale consiste en fait à fournir des informations sur le chef en tant qu'acteur, c'est comme une bonne reconnaissance. Pour que notre communauté soit reconnue comme faisant partie d'un chemin en mutation. Donc, je suppose qu'il était vraiment important de comprendre que nous reconnaissons cette manière et à l'échelle nationale. Et ensuite, on passe de la stratégie alimentaire nationale en Espagne à celle catalane. Dans ce cas, le gouvernement catalan a conçu le plan alimentaire stratégique pour la Catalogne, qui a été lancé en 2021 et achevé cette année. Ce plan est intéressant pour deux raisons principales. Pour un camp, nous avons deux objectifs principaux. La première est d'essayer de promouvoir un système compétitif à deux systèmes. La fois intégrée au territoire et durable. De l'autre côté, elle pousse à transformer la Catalogne en un point de référence. Une référence en matière d'astronomie durable, sans minimiser l'importance de cet objectif. J'adore vraiment la façon dont il repense les objectifs durables de l'ONU sur ces trois photos. Donc, au début de ces périodes. Ce plan, il parlait du fait que si nous prenons les 17 GDS comme l'objectif de développement durable, de l'agenda 2030 et nous réorganisons les coordonnées selon l'ordre chronologique. Vous verrez qu'en réalité, dans la base de notre société, nous avons de la nourriture. Donc le système alimentaire est le premier système dont nous avons besoin et que nous devons mettre en œuvre de manière durable car ce n'est qu'au-dessus de cela que nous avons la société dans l'économie, car les besoins que nous avons tous, ce sont les tweets. Donc un système complet est quelque chose que nous partageons tous dans toutes les parties du monde. Alors plus on pousse à la commande, plus on pousse à la commande. La formation de ce système alimentaire durable permettra alors de changer tous les autres modèles économiques que nous avons dans le monde entier. De l'échelle catalane, nous à l'échelle locale de Barcelone. Barcelone a conçu une stratégie appelée Barcelona Healthy and Sustainable Food Strategy 2030. Pour une alimentation saine et durable de Barcelone, avec une structure similaire à celle de l'agenda 2030 de l'ONU. Donc, fixer des objectifs. Dans ce cas, nous avons un nombre plus bas, mais la zone de fixation d'objectifs, mais dans ce cas, les objectifs sont aussi. Avec une opportunité pour les entreprises locales d'améliorer réellement ces objectifs. Car la municipalité de Barcelone fournit tous des conseils techniques d'un côté, mais surtout des subventions pour promouvoir des initiatives alimentaires durables.
Nous avons donc une typologie de subventions qui promeuvent une alimentation durable, mais encourage aussi le développement de projets qui encouragent la lutte contre la crise climatique, par exemple. Le projet que j'ai sélectionné pour vous aujourd'hui est le programme Healthier and More Sustainable et Team à Barcelone. Pourquoi ai-je choisi cela? Début de ce webinaire. Donc je suppose que c'était le projet le plus récent à vous présenter aujourd'hui. Ce projet a été financé par le plan bien inscrit dans le plan de Barcelone. Le plan alimentaire. L'idée de ce projet est donc de promouvoir l'utilisation plus saine du menu scolaire sur le continent de l'école. Donc, d'un côté, changer le signe médian avec une viande moins rouge ou transformer vers une viande plus protéique d'origine végétale. Donc un menu à base de plantes. Mais aussi, par exemple, pour incorporer plus de fruits frais et utiliser l'huile d'olive, qui est des ingrédients méditerranéens, dans tous les procédés au lieu d'autres produits. Alors pourquoi ce projet est important? Ce n'est pas seulement parce que nos enfants mangent mieux, mais aussi parce qu'ils le font. Sont influencés par la nourriture, donc ils le feront probablement. Demander à la maison des aliments plus sains et être celui qui mange et demande une autre façon de manger. Donc si nous voulons mettre un ordre et réorganiser tout le système autrement afin de le rendre plus schématique, nous verrons que la gouvernance du système alimentaire peut en fait ressembler à une pyramide que nous avons. Un certain nombre d'acteurs travaillent avec la gouvernance à différentes échelles. Donc dans le cas de Barcelone, nous avons les Nations Unies, l'Union européenne, l'Espagne, la Catalogne et Barcelone. Dans un autre cas, cela peut sembler plus simple ou plus complexe car nous pourrions avoir encore plus d'acteurs dans ce domaine. Disons. Nous avons donc 5 acteurs qui fournissent la stratégie descendante. Puis les citoyens et la société civile qui demandent une durabilité durable. C'est encore le point de contact de ce chef, donc ici. Nous voyons une fois de plus le point de connexion entre cette stratégie descendante et le système d'influence ascendant. C'est le domaine des affaires gastronomiques. Pourquoi? Pouvons transposer le besoin que les gens ont en termes de désir du marché, qui nous demande avec les directives que nous avons reçues du sommet et pour cette raison. J'aime dire que les choix alimentaires des consommateurs, c'est le point de rupture, dans lequel le chef peut réellement entrer. Donc voici l'endroit où nous pouvons vraiment jouer et nous avons un pouvoir. Donc, si l'endroit où nous pouvons réellement être considérés comme un agent du changement, c'est ce vide d'action où nous pouvons jouer. Donc, dans la troisième et dernière partie de ce webinaire, j'aimerais réfléchir au comportement des consommateurs et à la manière dont chef peut influencer le choix alimentaire. Et je le ferai avec une petite introduction théorique. Puis une dernière fois. De plus, comme nous l'avons dit plutôt, nous allons parler d'un cas pratique ici à Barcelone. Étude de cas d'un restaurant afin de le rendre plus précis. Et aussi de voir comment tout ce que j'ai dit jusqu'à présent peut être réellement traduit en quelque chose de réel. Voyons donc comment nous pouvons influencer les comportements des consommateurs pour le faire. Il faut d'abord comprendre quels sont les éléments qui changer les choix alimentaires non influencés de nos consommateurs. Supposons donc qu'il s'agisse d'une variable factorielle multiple. Nous avons de nombreux facteurs qui influencent nos invités quand ils choisissent quoi manger. Ce qu'ils mangent. Choisissent quoi manger. Nous avons des facteurs sensoriels, économiques, personnels, étatiques, cognitifs et contextuels. Pour reprendre brièvement, pouvons-nous tous les influencer? Par exemple, une familiarité avec un influenceur. Par exemple, une supposition qui ne connaît pas une typologie spécifique d'aliments. Nourriture est probablement moins conseillée. Mais si nous le présentons à la fois de manière statique, mais aussi avec une présentation différente ou créative, nous pourrions travailler sur la familiarité. Et ces invités pourraient être plus intéressants à essayer, même si ce n'est pas familier pour cette personne. Il en va de même pour les facteurs économiques. Peut-on changer le prix d'un plat? Nous avons une petite fourchette, mais pouvons-nous travailler sur la valeur perçue? Le discours que nous avons aimé. Pour le design média, nous pouvons influencer la valeur perçue et la rendre plus intéressante. Donc,
Je suppose que nous avons des espaces où nous pouvons agir dans tous ces facteurs. Mais la partie la plus importante avec laquelle nous pouvons vivre est le fait qu'il existe un énorme écart entre ce que les consommateurs veulent vraiment manger. Parce qu'ils veulent généralement manger de manière durable. Si vous demandez aux invités s'ils veulent manger de façon durable, la réponse est généralement oui, mais ils ne le veulent pas. Agissez en conséquence. Ainsi, dans cet écart que nous appelons un comportement d'intention forte, nous pouvons réellement jouer un rôle en tant que chef. C'est l'endroit où nous pouvons réellement agir. En effet, disons que j'ai grandi dans deux grandes catégories d'actions. Comment pouvons-nous autonomiser les consommateurs? Donc dans notre présent, nous passons à une échelle d'entreprise. Dans nos entreprises, nous avons deux types d'actions que nous pouvons mener à long terme. Celle principalement liée au plan d'affaires, qui a un impact plus fort sur le système 2, mais que l'on peut voir avec les années et de l'autre côté. L'action à court terme concernait les choix de cuisson quotidien des fournisseurs et le gaspillage alimentaire. La direction et moi passerons moins de temps sur cette deuxième catégorie car elle sera le sujet des deux prochains webinaires de cette série. Mais passons à l'action à long terme. Donc pour répondre aux 2%. Cette typologie d'acteurs. J'ai décidé de vous présenter les études de cas du PIC sur DAL Barcelona, qui est une entreprise gastronomique avec 3 piliers. Comme le nom lui-même. Pintal en catalan. Cela signifie que les piliers sont ceux qui utilisent le côté du bâtiment, et nous verrons plus tard. Waouh, pourquoi? On appelle ça un bar à tapas. Nous avons un restaurant gastronomique appelé Tola signifie en tableau catalan parce que grande table au centre de la pièce. Partagée entre les différents consommateurs et appelée mère, qui est une épicerie plus traditionnelle. Ils organisent donc ces 3 piliers qui desservent en fait le même bâtiment. Donc il y a 3 portes d'accès ou 3 accès différents. Mais elles partagent le même espace. Ils conçoivent donc de cette façon parce qu'ils veulent utiliser stratégiquement les ressources alimentaires, humaines et spéciales. À partir du précédent, l'organisation spéciale est claire car c'est le point clé. Parce que la cuisine est partagée. Donc la cuisine. Le stockage est le même pour les entreprises d'arbres. Et donc, de cette façon, ils tournent tous autour du même noyau. Ensuite, l'utilisation stratégique des ressources alimentaires. Que signifie le fait que, puisque nous avons 3 types différents d'entreprises avec 3 horaires d'ouverture différents et 3 types différents de consommateurs différents. Les aliments qui ne sont pas vendus au Golmata le matin, pensant au pain, pourraient être utilisés plus tard pour préparer un sandwich au bar à tapas ou pour le bon dîner du dîner. Ainsi, le pain à la fin de la journée peut compter. Il a 3 occasions de sortir. Et il est plus enclin à ne pas être là et donc à ne pas gaspiller de nourriture. Une raison similaire concerne les ressources humaines car ils ont un très gros dossier qui importante qui, selon les horaires d'ouverture ou les changements, peut changer selon la saison et les horaires peuvent se relayer entre les tâches. De cette façon, ils peuvent être repositionnés selon le moment de la journée et ils peuvent travailler sur les 3. De cette manière, nous faisons aussi un usage stratégique des ressources humaines. Donc, en partant de cette organisation, que j'ai trouvée vraiment intéressante et unique, j'aimerais parler de l'action. Ensuite, ils décident d'utiliser à plus long terme. Le premier est donc l'action 0, que j'aime appeler leur manifeste. Ils ont tout compris clairement. Ils ont imprimé là, dans la vitrine principale du restaurant Tower. Ils veulent clairement indiquer dès le départ quelle typologie d'entreprise ils font. Je ne lirai donc pas toutes, mais je choisirai mes préférés. Ils veulent donc être un pilier pour le voisin, c'est-à-dire rappeler le nom Punta. Ils sont ouverts à tous. Tous. Ils préparent une cuisine méditerranéenne avec produits. Mon préféré. C'est qu'on veut devenir moins durable chaque jour. Pourquoi j'aime vraiment celui-ci? Dit au début, est quelque chose que nous essayons toujours d'atteindre pour être 100% durable. Mais pouvons-nous être 100% durable? Beaucoup de théories qui en parlent, donc c'est plus réaliste d'en parler. Moins durable chaque jour. F pour être moins durable. Nous devons être créatifs. Alors ils fixent leurs limites. Pour être créatif.
Ils utilisent des produits locaux en réseautant avec des producteurs locaux et ils croient vraiment que l'hôtellerie peut être un espace de transformation. Et nous clôturerons le webinaire dans quelques minutes par une réflexion sur le rôle de l'hôtellerie dans le système alimentaire. Voyons donc cette action que nous avons sélectionnée et passons-les en revue pour peut-être trouver de l'inspiration pour l'action d'IS1 de votre entreprise. SP Pomtal. Il est situé ici, à Elbor, qui est un voisin vraiment réaliste à Barcelone. Je suppose que vous connaissez tous le sujet du tourisme à Barcelone. Nous sommes expérimentés dans la surpopulation. Les voisins du centre perdent leur identité. Donc, pour eux, décider d'ouvrir cet espace exactement au centre de la ville est un acte de système. Ce qu'ils veulent faire en première action, ils veulent réinventer ça. Comme c'était avant, d'abord pour la communauté locale puis pour le tourisme. Donc, sans exclure les touristes de cette région, mais en donnant la priorité à la communauté locale. Comment pouvons-nous y arriver? Menu principal imprimé en grand en catalan. Puis évidemment la traduction en anglais et en espagnol. Mais si on la fait d'abord en catalan, les gens locaux pourraient être plus enclins à y entrer que dans une branche internationale. On peut le trouver partout à Barcelone. Ou même le serveur et la servieuse ne vous parleront qu'en anglais. Ainsi, nous construisons une fois de plus un réseau de consommateurs locaux plus solide. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas ouverts aux touristes. Mais cette priorité est aussi portée à la communauté locale. La première action est donc de construire un réseau local solide. Action 2. Jouer avec les paysages alimentaires afin que contrer les modèles d'arbres ou de restauration rapide de Toronto qui interagissent sur la promotion culturelle locale à la fois à partir des ingrédients et des recettes, évidemment, mais aussi en introduisant notre manière méditerranéenne de saigner. Par exemple, Restaurant Ottawa qui trouve un restaurant utilise cette table unique qui est la même part pour tout le monde. Donc, même si tu as un espace sur de distance. Entre le consommateur de votre côté, partage toujours le même espace. Ce qui permet d'avoir une roue de partage avec les gens qui parlent de nourriture. De ses origines. C'est une manière tellement méditerranéenne que je pense qu'il est important que les personnes qui expérimentent cette nourriture comprennent aussi notre mode de vie. Cet objectif peut-il vraiment être lié à Action 3, qui est le marketing créatif? Allons plus parler de la conception des menus, mais quand on parle de marketing créatif par exemple ici, ils ont une excellente solution pour proposer des réponses durables et des produits durables dans leur menu. Donc, au lieu d'indiquer par exemple le nombre de producteurs, d'où ils viennent, combien de kilomètres ils parcourent, les ingrédients pour arriver à votre plat, ce qui peut sembler un peu ennuyeux à ce moment-là. Pour vos clients, ils choisissent de travailler avec l'idée du paysage. Ainsi, en effet, la Catalogne, en tant que région, est divisée de manière administrative. Mais au lieu de jouer avec la voie administrative, ils jouent avec le paysage de la Catalogne. Ils organisent donc le menu comme un voyage à travers la Catalogne, amenant les consommateurs de la région. Les plats inspirent le paysage différent. De Maresma, qui est la partie côtière au sommet de Barcelone pour les montagnes pyrénéennes. Ainsi, chaque plat est inspiré davantage d'une unité climatique que d'une unité administrative. Pourquoi? Culture similaire. Ce marketing créatif rend le discours plus familier et plus intéressant et captivant à partir de moi. Opinion donc je pense que c'était intéressant aussi. On l'a présenté. Passons à l'action d'IS4 défi de partage lorsque nous parlons de systèmes durables et d'entreprise. Ce qui ressort principalement dans notre esprit, ce sont les produits locaux et les produits saisonniers, n'est-ce pas? Que se passe-t-il lorsque ces produits locaux sont fabriqués à partir de très petits produits, producteurs? Alors ils n'ont pas vraiment la capacité, par exemple, de venir à Barcelone tous les jours pour apporter des œufs ou des poudres. Et c'est vraiment pour eux de venir un jour. Pour nous à Pintal, le deuxième jour pour une autre entreprise, etc., etc. C'est pourquoi toute la production va généralement à Mercabarna, au marché central, puis de là est renvoyée vers le reste de la ville. Ainsi, pour changer la structure de ce modèle, il s'associe avec d'autres entreprises. La commune de la zone 12. Stockage. Qu'est-ce que cela signifie? 10 restaurants dans le même quartier du voisin. Vous louez ensemble un espace. Ensemble.
vous le transformez en stockage et dans le stockage. Vous avez 10 frigos, un pour chaque restaurant. Ainsi, le producteur des œufs qui vient de l'extérieur de Barcelone vient 1 ou 2 fois par semaine. Ou 2 fois par semaine, ou 2 fois, juste pour faire un exemple pour livrer les œufs dans chaque frigo. De cette façon, le producteur vient une seule fois et nous, les entreprises que nous sommes, dans la région, nous pouvons simplement aller à notre service gratuit pour les prendre autant de fois que nous le voulons sans même avoir de problème de stockage dans notre restaurant. Partager des défis avec vos collègues de restaurant peut être une bonne solution. Évoluer vers un système alimentaire plus durable comme cette solution de stockage commun. Passons maintenant à l'action d'IS5 depuis 1 an par Pintal. Ils ont un petit potager juste à l'extérieur de la ville de Barcelone. Ils plantent leurs propres ingrédients. L'idée n'est pas de remplacer le producteur qu'ils ont, mais de les aider eux-mêmes à planifier la saison, afin d'avoir un plan B et aussi de produire les ingrédients qui leur conviennent. Ils sont vraiment difficiles à trouver sur une très petite zone de répartition, donc. Encore une fois, ils ne remplacent pas le producteur par leur propre potager. Ils mettent en place et créent des solutions plus faciles pour les cas où ils ne peuvent pas accéder à certains ingrédients spécifiques. Et passons aux 2 dernières actions, que je considère toujours comme la plus politique. Tout d'abord, ils sont des membres importants de l'association du Slow Food Movement à Barcelone. Ils sont considérés comme nos références et je ne pense pas avoir besoin d'expliquer ce qu'est le slow food. Mais ils suivaient cette philosophie selon laquelle la nourriture est un choix politique. Donc quels que soient les ingrédients que vous choisissez de cuisiner, quand vous cuisinez et comment les cuisiner ont un impact sur le système alimentaire. Nous devons donc en être conscients dès le début. Et puis l'action d'IS7, c'est qu'ils travaillent constamment avec la prochaine génération. Ils organisent donc des activités éducatives. Dans ce cas, ce sont mes élèves du Barcelona Culinary Hub, de l'école de gastronomie ici à Barcelone. Et Glité Marc. Ils ouvrent la porte du restaurant pour la 3e année cette année afin de s'organiser. Non seulement la visite du bar lui-même ou du restaurant, mais aussi de partager avec eux tous les défis qu'ils rencontrent à chaque fois. Ils pensent à leur entreprise. Et donc je suis ici pour dire que, par exemple, ils faisaient un goût local de nourriture locale. Mais ils ont aussi organisé une dynamique très agréable pour que les élèves rentrent chez eux en réfléchissant à l'origine des ingrédients. Donc, pour revenir à ce que j'ai dit au début, l'éducation est l'un des piliers principaux si l'on veut avancer vers une typologie plus durable du système alimentaire. Et au maximum plus court juste pour les mentionner. Ils réfléchissent toujours à l'utilisation de produits locaux saisonniers, ce qui se reflète dans leur menu. Ils essaient toujours de valoriser les ingrédients autant que possible. Je dirais sans logique de zéro déchet car c'est presque impossible. Mais sans logique à bas gaspillage d'être plus réaliste. Et puis ils ont une philosophie de cuisine basée sur le fait que leurs recettes ne sont pas fixes. Ils peuvent être adaptés selon les ingrédients qu'ils trouvent facilement. Donc c'est un défi. Oui, mais c'est la partie créative qui entre en jeu. Ainsi, les responsables de la cuisine peuvent prendre les ingrédients en fonction de ce qui arrive chaque jour et transformer et adapter le médio. Peut-être pas au quotidien, mais chaque semaine. C'est difficile, oui, mais c'est la seule façon d'y parvenir. Les ingrédients valorisés, ainsi que les producteurs. Et enfin tous les espaces arborés qu'ils gèrent sont chargés de faciliter l'interaction avec les clients. Par exemple, une fois de plus, cette grande table du restaurant charmant est présentée comme un espace où nous essayons de briser les barrières traditionnelles du restaurant, afin que les gens puissent réellement parler et faire ce que nous disons en catalan, ce que nous appelons en Sutherland. Donc, cette fois, de Renusa sobre tola, c'est là que nous parlons, pendant qu'on mange à la fin du dessert. Donc, je suppose que la façon dont je construis un espace est aussi un atout important quand on parle d'espace de système boost. Et pour conclure, que nous avons dit au début, la durabilité consiste à réfléchir à nos ressources et à les considérer autant que possible sans les affecter, ni leur utilisation pour la prochaine génération. Et comment pouvons-nous y arriver? Fouiller. Je dirais que l'information seule ne change pas le comportement de notre invité. En effet, sensibiliser est important.
Mais les preuves de ce projet montrent aussi que l'information elle-même ne génère pas un changement complet dans les changements alimentaires, mais combine différents types d'interventions comme l'éducation, l'expérience pratique et des environnements alimentaires comme Spipenthal peut rendre la durabilité un choix plus simple. Deuxièmement, que les chefs sont les principaux acteurs du changement. Les restaurants ou toute activité gastronomique est un domaine puissant, tandis que les décisions alimentaires quotidiennes sont prises pour devenir des habitudes. Donc transformer la recette, concevoir le menu, présenter les plats différemment et communiquer. Des consommateurs plus bas peuvent influencer leur choix d'une manière différente. Et ainsi soutenir cette transition vers un budget plus durable et, enfin, la durabilité fonctionne mieux lorsqu'elle est en accord avec les valeurs des consommateurs. Que signifie que les consommateurs et le chef montrent une excellente acceptation de la stratégie basée sur la durabilité et l'approvisionnement en saveurs. Nous devons donc construire sur cette valeur partagée, un chemin vers un système plus durable et je vous laisse avec la dernière phrase, qui pourrait être notre matière à réflexion aujourd'hui, qui concerne la définition du système alimentaire durable et durable. Du système alimentaire. Nous ne pourrons donc pas atteindre ce système alimentaire durable uniquement par l'information. Le consommateur est le chef seul. Mais nous devons créer des environnements alimentaires où la durabilité est le choix le plus durable. Ce n'est pas seulement le seul qui devrait être possible. C'est aussi le plus facile, le plus attrayant et le choix le plus adapté pour notre consommateur. De cette manière, nous veillons à ce qu'ils apportent un nouveau besoin, une nouvelle connaissance et qu'ils continuent à manger de manière durable, comblant légèrement le vide que nous avons mentionné précédemment. Plus tôt. Ainsi, par cette phrase, je vais conclure ce premier webinaire de la série. Remercions notre partenaire pour la présentation. Nous leur partagerons tous les contacts. Donc merci d'être là, d'avoir écouté ces messages lors de cette présentation. J'ai été un peu plus longue que ce à quoi je m'attendais. Ensuite, je voulais partager beaucoup d'informations avec vous. Et donc, merci encore de m'avoir accueilli aujourd'hui dans ce webinaire. Merci mes complices, Shona Telmé et Sean Lena, qui animeront les 2 prochains webinaires. Et aussi merci à Victor et Marc, qui sont les propriétaires du Spy Frontal. Ils sauteront aujourd'hui avec la question et la réponse. Je vous invite vraiment aussi, si vous avez des questions à leur poser, n'hésitez pas à les formuler. Merci beaucoup d'avoir écouté la présentation. Merci beaucoup Enrico pour cette magnifique présentation. Je vois dans le chat qu'il y a beaucoup de retours à ce sujet. Du genre merci pour ce super contenu. Donc oui, c'est maintenant le moment. Si tout le monde a des questions pour Enrico, pour Victor, s'il vous plaît. J'ai déjà sélectionné quelques questions ici. En gros, une question, puis-je poser? Cela concerne le système de traiteur, qu'en est-il? Zone. Alors, quel pourcentage de la nourriture les chefs contrôlent-ils réellement? Avec quels consommateurs? Manger chez eux. Ok. Je dirais que cela dépend du pays. Ainsi, il existe donc des pays où les habitudes de manger à l'extérieur sont plus élevées que celles de manger à la maison. Il y en a donc 2 différents. Je dirais que d'abord cela a changé. Oui, pour chaque pays. Mais dans les 2 cas, soit les communautés locales avaient l'habitude de gérer des restaurants, soit non. Le pouvoir du chef dans les restaurants qui, même si notre consommateur vient une fois par semaine ou tous les jours, nous avons la responsabilité et le pouvoir. Pour en donner une idée. Donc, même si nous n'avons eu qu'une seule vie pour faire le changement, avec une seule laisse nous pouvons changer, ou du moins faire réfléchir un consommateur. Donc cette personne pourrait alors rentrer chez elle et essayer de reproduire une façon similaire de manger à la maison. Imaginons donc que restaurant et chef soient conçus comme une phase de transition pour en faire une nouvelle habitude chez notre client. Oui. Et je suppose que pour ce sujet, c'est très intéressant car le 3e épisode sera diffusé le 20 fin juillet. Le 28 juillet sera invité. Dans ce webinaire, Sean, je vais expliquer spécifiquement comment nous pouvons éduquer les invités sur les moments où vous les avez. Oui, à ta place. J'ai donc une autre question. En tant que chef, nous nous concentrons souvent sur la nourriture dans l'assiette. Si vous deviez choisir un endroit en dehors de la cuisine où les chefs peuvent avoir le meilleur impact positif, les gens, la planète ou l'économie locale, lequel serait ce et pourquoi? Les gens, la planète ou l'économie locale.
Je suppose que dans notre rôle de chef, on travaille toujours à l'échelle locale. C'est difficile que nos choix peuvent influencer à l'échelle individuelle, comme à l'échelle mondiale. Mais si nous travaillons à l'échelle locale, par exemple comme téléphone espion, Nathalie collabore avec le mouvement Slow Food. Donc travailler comme une entreprise individuelle mais ensuite créer un réseau avec d'autres entreprises locales peut le faire augmenter le. Donc le passage du local au global est vraiment difficile. Mais on peut aussi fonctionner étape par étape. C'est peut-être la réponse. D'accord. Comment peut-on mettre en pratique des systèmes alimentaires durables dans un endroit où les gens ne connaissent pas la terminologie? Viande. Alors, qu'est-ce qui reste exactement durable si, disons, ils travaillent dans des environnements où la viande contient certains additifs et oui. Ce genre de choses, c'est domaine difficile, je dirais. Je suppose que cela va un peu au problème dont nous parlons de durabilité. La durabilité est devenue au cours des dernières décennies un concept si vaste qu'il est vraiment difficile de faire comprendre ce qu'elle est au quotidien. C'est pourquoi Hans Spartenthal parle de ne pas être durable mais d'essayer d'être moins insoutenable chaque jour. Ce n'est donc pas que notre choix individuel ne sauvera pas le monde. Mais nos petits choix pourraient le faire sans cela. Aller à l'extrême. Sans un seul. Je pousse vraiment à éviter complètement de manger de la viande rouge. Mais si tu veux manger de la viande rouge, prends celle que tu aimes. Viens d'un endroit local, où le producteur local s'occupe réellement des animaux. Pour ne pas laisser ses habitudes à part. Cela changera le monde. Mais être conscient de ce que nous mangeons est la partie la plus importante appliquée à la viande rouge. Appliquée aux légumes, appliquée à tout ce que nous mangeons. Alors je suppose que c'est comme ça qu'on fait? Les gens savent ce qu'est la durabilité, cela leur montre. Comment manger une vie durable? Produits locaux de manière durable. Et je pense que s'ils sont assez malins, ils remarqueront le changement de saveur et la sensation qu'ils ressentent dans leur corps. Comparé à la restauration rapide. Par exemple, les choix, donc cuisiner pour eux, je pense que c'est la meilleure solution. Oui. Victor, n'hésite pas à intervenir à chaque fois si tu as des questions supplémentaires. Donc vous êtes plus que bienvenu. En fait, je vois Marc connecté, pas Victor mais Marc Connector. Les deux propriétaires. Oui. Probablement un peu un réseau de réseautage parce que je vois qu'ils sont au bureau. Ok. Donc même s'ils se reconnectent probablement. Contact. J'ai une autre question en suivi de la question consommateur à laquelle nous avons répondu précédemment. Les chefs pourraient-ils développer des livres de recettes? Producteurs et les consommateurs? Commentaire qu'une question, mais oui. Je suppose que c'est plus que la cuisine. Aujourd'hui, on a des réseaux sociaux et je suppose que c'est probablement la façon la plus simple d'écrire la prochaine génération. Surtout pour les jeunes, est à travers un livre de cuisine sur les réseaux sociaux. Je veux dire, j'ai une bibliothèque pleine de livres de cuisine et je les adore. Et je suis un peu dans une histoire de livres de cuisine. Mais ils ne sont peut-être pas la solution pour approcher la jeune génération. Donc cela ne veut pas dire qu'on doit arrêter de faire des livres de cuisine, mais peut-être que les réseaux sociaux sont la clé aujourd'hui. Pour rejoindre ce camp, c'est pour montrer comment faire une recette facile. Le problème est que nous savons aussi que le réseau social est rempli de choses qui ne sont pas vérifiées. Le problème est de savoir comment comprendre si cette recette est bonne ou non pour votre corps. Elle est vraiment de bon goût ou non. Savoureuse ou pas? Non. Et je pense que la réponse est d'essayer. Si ça ne marche pas bien, ne le refais pas. J'ai un commentaire dans le chat. J'aime toujours faire un peu de ces affirmations controversées et nous pourrons en discuter. Évidemment, il n'y a pas de bien ou de mal. Et il y avait quelqu'un dans l'ARA qui disait que les amateurs ne se soucient pas forcément autant de la durabilité. En fait, ce qu'ils veulent, c'est bio. Alors, en tant que chercheur, comment répondriez-vous à cette affirmation? Quoi? Pas vraiment de ce qu'ils mangent. Sinon, il n'y aura pas de chaîne de restauration rapide qui n'existe pas. Le sont pas mentionné ici, qui sera en tête dans le monde entier. Donc c'est vrai que les clients ne s'en soucient pas toujours. Mais je pense que les chefs ont la responsabilité d'éduquer le client.
Donc parfois, même si on n'a pas parlé avec des dialogues. Je n'aime qu'un petit coupeur en affaires et quand le client demande quelque chose que je considère comme intenable. Je me mets devant et je dis non. Je ne vous offrirai pas de soupe à la citrouille en août à Barcelone parce que ce n'est pas saisonnier et que ça n'a pas de sens. Et il voulait vraiment que tu aies d'autres entreprises qui peuvent te la fournir. Donc parfois je sais que c'est peut-être vraiment. C'est une réponse vraiment forte. Mais je pense que c'est notre rôle d'éduquer et d'expliquer. Non seulement de dire non, je ne veux pas le faire. Je ne veux pas le faire parce que si je te fais une soupe de citrouille en août, je prendrai la soupe congelée qui vient de l'autre bout du monde, qui est très forte. Et c'est probablement insipide. Donc le résultat pour vous sera terrible et en plus, vous et nous ne serons pas durables. Donc ça pourrait être la communication. Donc je ne dis pas que juste les yeux ne sont pas durables, non. C'est insoutenable et de mauvais goût pour toi. Alors peut-être commence à aborder des facteurs comme la valeur perçue, le goût, la familiarité. Donc, j'essaie donc de créer un pont avec les clients du sujet qui sont plus proches d'eux avant d'aborder l'échelle de la durabilité. Super. Oui, c'est un commentaire que Marc, ok. Désolé, tu m'entends maintenant? Souci avec mon micro, mais je pense que maintenant il fonctionne bien. Parfait. Oui. Je voulais juste détailler un peu ici. Donc je suppose que non. Je suis sûr que les gens ne se soucient pas tant que ça de la durabilité. Jean? La durabilité. Ils ne s'en soucient même pas tant que ça. Les produits politiques. Disons, mais ils se soucient beaucoup des histoires, ce qui est déjà ça. C'est une valeur qui, je trouve très pertinente pour les systèmes alimentaires plus durables que vous avez quand je sors de la cuisine. Et moi qui apporte. Par exemple, maintenant en été. J'apporte différentes variétés de tomates anciennes et non commerciales, qui ont été récupérées comme ces dernières années par des agriculteurs ici en Catalogne. Quand je raconte tout ça aux gens à la table, je suis sûr à 100% que ça leur fait du bien. Tu sais, ça a meilleur goût pour eux. Ils ne sont peut-être pas, disons, très intéressés par la durabilité, mais ils s'intéressent au récit de quelque chose comme local. Quelque chose de bière. Des vêtements, comme des histoires de vie sur les gens engagés dans la nourriture. Je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur et aussi beaucoup de pouvoir pour attirer les clients dans cette initiative de durabilité, disons. Ok. J'ai une autre question pour qu'il veuille comprendre quand vous êtes. Rico avait parlé d'être impliqué. Il demande s'il faut être politiquement impliqué. Comme se présenter au conseil municipal ou peut-il influencer la gouvernance ou quand je dis politique, de choix politique. C'est un choix politique est une phrase que j'adore utiliser avec mes élèves. Cela ne signifie pas que nous devons nous représenter. Cela signifie que la politique, c'est la chose courante, c'est la chose commune. De dire oui. Donc, quand nous décidons d'un ingrédient ou du producteur, nous faisons un choix politique qui va affecter le système alimentaire. Donc ce n'est pas qu'on doive toujours passer d'un parti. L'élection des partis et tout ça. Aux élections et à tout le reste. Donc, ainsi, les ingrédients que nous décidons de cuisiner et de manger pour notre restaurant ont déjà un impact sur les politiques car nous recherchons les mêmes ingrédients pour le même producteur, donc. Le producteur peut être la municipalité qui possède un entrepôt commun où vivre la nourriture. Afin que nous puissions influencer la politique. Framework sans courir pour. Pour des accusations politiques, disons. Quelle est la manière dont les chefs peuvent se connecter avec les décideurs politiques locaux afin de mieux soutenir les changements durables? Frappe à la porte. Je veux dire, je ne le sais pas. Je peux parler de Barcelone. Je suppose que Marc peut aussi dire que le mouvement lent du pied ici est vraiment puissant. Il y a beaucoup d'entreprises impliquées et par exemple, je sais qu'ils discutaient avec la municipalité de Barcelone pour aller à leur bureau et demander. Par exemple, que les restaurants avec notre zéro déchet ne paient plus les taxes pour les déchets parce que c'est une situation d'App Store à Barcelone. Il y a peu de restaurants qui le sont. Les déchets qui sont toujours soumis à la taxe municipale des déchets et c'est comme ça. Si ça avait du sens, tant que propriétaire d'entreprise à l'être. Zéro vague. Donc au lieu de faire mal. Un horaire ou une méthode que je ne produis pas? L'argent pour pousser et mettre en œuvre ces documents.
Je ne sais pas si les marchés sont peut-être un autre exemple comme source d'affaires ou un autre exemple de ce genre. Mais je suppose que la réponse est de frapper à la porte. Je suis sûr qu'il y en aura d'autres qui seront encore plus accessibles et moins accessibles. Moins dans le cas de Barcelone. Il y a des bureaux dédiés à l'alimentation et à la nutrition alimentaire. Donc c'est probablement plus facile ici. Je dirais que la meilleure façon d'être entendu par les politiciens est d'être soudés. Des administrations publiques et d'être soudés. Ensemble, car peut-être être seul comme chef et aller parler avec les municipalités, ce n'est pas suffisant. Pas. Donc, mon premier jour, disons que ma première idée serait d'organiser. Par exemple, de notre côté, nous participons à l'association de quartier. Nous participons à l'union des restaurants du quartier de Slow Food Catalonia, Slow Food Barcelona. Nous participons également à cet espace, qui est un autre espace peuplé également d'agriculteurs. Donc, une bonne chose serait de rejoindre les forces, les autres. C'est la meilleure façon d'être entendu parce que tu as un pouvoir de garçon. Disons que ce n'est pas accessible si vous êtes seul. Donc organiser avec d'autres serait une excellente façon. Même ici, dans ce webinaire, il y a une centaine de personnes que vous connaissez qui nous intéressent à ces sujets, donc. C'est un excellent point de départ, comme créer une communauté et s'organiser. Si je peux en ajouter un peu, je suis d'accord avec toi. Par exemple, également lors du congrès mondial des chefs que nous avons organisé en mai. Nous avons veillé à avoir des décideurs politiques ou des représentants de Floride, des Nations Unies, qui sont venus participer à cette discussion. Donc, je pense que tous ces événements de réseautage servent toujours à créer des liens. Après avoir fini mes travaux avec le congrès, j'avais beaucoup plus de réseau et j'étais beaucoup plus clair sur ce que chacun faisait parce que la plupart du temps, on se connecte avec des gens virtuellement, mais vous n'avez pas cette capacité de discuter. Donc en effet, donc c'est sûr, comme je dirais, des événements de réseautage avec les événements toujours organisés. Nous sommes un peu en dépassement. Je vois beaucoup de questions à ce sujet. Je vois que j'ai une question sur le gaspillage alimentaire. La bonne nouvelle, c'est que le 21, nous allons avoir un sujet. La deuxième saison. Le deuxième épisode sera consacré au gaspillage alimentaire et aux opérations en cuisine. Donc aujourd'hui avec Enrico. Nous avons fait plus la partie théorique et maintenant nous allons nous concentrer davantage sur le côté pratique. Donc, dans le même lien que vous avez rejoint aujourd'hui, les 21 et 28, vous pourrez vous inscrire. Encore ça. Je pense qu'à ce stade, il faudra conclure. Je vois que beaucoup d'entre vous s'inquiètent de savoir s'ils vont obtenir un certificat et s'ils vont obtenir l'enregistrement. Tout vous sera envoyé à leur adresse email que vous enregistrez. J'ai mis le chat. Le LinkedIn d'Enrico au cas où vous voudriez réseauter avec lui et Marc. Au cas où tu voudrais partager ton LinkedIn. Mais simplement ton nom et les chefs pourront se connecter. Et oui, je veux conclure. Si vous avez quelques derniers mots à dire de ma part. Je veux vous remercier beaucoup à vous deux. Nous en avions environ 170. Des personnes avec nous aujourd'hui sur Zoom et nous allons fournir l'enregistrement ensuite à tout le monde du World Chef Network. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre temps et pour vous tous. Je suppose qu'il y a beaucoup d'autres questions que je pourrais poser ici. Oui, d'accord. Nous allons rester en contact via les réseaux sociaux. Connectez-vous avec Enrico, connectez-vous avec moi, connectez-vous avec Marc et nous vous verrons. Plus tard, le 21, nous serons ici avec Sean Lonard et je vois ça. Au revoir.